Bonjour. Ce soir du 28 octobre 1849, à Paris, se déroulait un grand repas dans une salle annexe du restaurant des Trois Frères Provençaux, au Palais Royal. Les Trois Frères Provençaux fut le premier restaurant dans la capitale à faire figurer des tomates à la carte. Le succès fut immédiat et devant la demande de plus en plus importante des consommateurs, les maraîchers des environs de Paris se mirent alors à cultiver la tomate avec beaucoup de succès. Ces frères provençaux, qui n'étaient pas frères mais beaux-frères, étaient venus tous trois de Marseille avec la recette de l'aioli. C'est ainsi qu'en 1786, Maneille, Simon et Barthélemy, nos trois frères, ouvrirent un restaurant bon marché rue Helvétius, actuelle rue Sainte-Anne, dans le but de faire découvrir aux Parisiens ce que l'on mangeait chez nous, à Marseille et en Provence. C'est Maneille, le plus entreprenant des trois, qui trouva le financement nécessaire pour installer magnifiquement l'enseigne des Trois Frères au Palais Royal. Le luxueux établissement, aussitôt à la mode, devint l'ambassadeur de la cuisine marseillaise et provençale à Paris. Ce sont les Trois Frères qui introduisirent le piment dans la capitale, ainsi que le poivre de Cayenne. Le restaurant fut également fréquenté assidûment par le monde littéraire et artistique de l'époque. Sur les touches de son piano, Wagner y trouva les premières mesures de la musique de l'avenir, et la Malibran chanta la romance du sol. Par ailleurs, la cave des Trois Frères Provençaux fut à partir de 1825 un véritable conservatoire vinicole. C'est aux Provençaux que furent donnés les grands banquets offerts au général Foy, à Lafayette ou encore à Lamartine. Les Trois Frères firent une fortune rapide et se retirèrent au bout de 40 ans, en 1836, en laissant leur nom au célèbre établissement. Si, en 1849, le patron était un bon bourguignon qui n'avait pas une ombre d'accent marseillais, en revanche, le garçon, Baptiste, était un vrai Marseillais. À ce soir-là, il y avait de l'ambiance, une sacrée ambiance même. Autour de la table bien garnie étaient réunis Gustave Flaubert, un jeune romancier normand de 28 ans, natif de Rouen, qui commençait à se faire connaître avec un roman inspiré de ses expériences de jeunesse, L'éducation sentimentale, et qui rédigeait alors la première version de La Tentation de Saint-Antoine, œuvre ambitieuse et colossale. Louis Bouillet, son ami d'enfance, poète et dramaturge. Un autre de ses amis, Maxime Ducamp, écrivain et photographe. Louis-Marie de Cormenin, homme politique, écrivain et chroniqueur pamphlétaire, et le doyen du petit groupe, Théophile Gautier, 38 ans, poète et romancier, né dans les Hautes-Pyrénées, déjà célèbre avec notamment Mademoiselle de Maupin, un roman qui fit scandale. C'était en quelque sorte le repas d'adieu que Gustave Flaubert et Maxime Ducamp offraient à leurs amis, car ils allaient partir en voyage. En voyage en Égypte et en Asie mineure. Et un tel voyage à cette époque devait durer au moins 2 ans et relever beaucoup de l'aventure. Maxime Ducamp avait dû convaincre Madame Flaubert mère de laisser son fils partir avec lui.
et prétexta son état de santé, ce que confirma l'ami de la famille, le dévoué docteur Cloquet, qui lui assura « Votre fils devrait voyager, ça lui ferait du bien. » Au cours de ce repas, Théophile Gautier était de tous celui dont l'humeur était la plus joyeuse, contrairement à Bouillet et Cormenin, visiblement contrariés ou inquiets. Flaubert appréciait particulièrement la truculence romantique unie au macabre le plus sombre et le goût de la provocation de celui qui mena avec brio en 1830 la mémorable bataille d'Hernani. Gautier chantonnait en se dandinant sur sa chaise. La vie est un plancher qui couvre l'abîme de l'éternité. Une trappe soudain s'entr'ouvre sous le pécheur épouvanté. Baptiste, qui apportait une bonne bouteille de vin du pays de Marseille, laquelle devait s'accommoder à merveille à la morue à la provençale, inscrite à la carte du jour, lança alors en riant. Ça, c'est bien vrai. Aussi, à Marseille, on en profite de la vie, mais en prenant garde de ne pas offenser le ciel. Comme Flaubert soulignait la gaieté et l'insouciance des Marseillais et rappelait qu'ils s'étaient rendus plusieurs fois à Marseille, et la dernière en 1845, à l'occasion du voyage de noces de sa sœur Caroline, le garçon reprit en souriant. Oh, vous savez, monsieur Gustave, pourquoi se faire du mauvais sang? Si on n'a pas fait de mal et qu'on a été bon chrétien, le jour où la trappe s'entr'ouvrira, comme dit monsieur Gautier, tout devrait bien se passer. Bouillet, qui mâchonnait le bout de son cigare, lui dit alors que lui aussi s'était bien plu à Marseille, où il s'était rendu l'année dernière, et qu'au bout d'une semaine, il avait dû repartir avec regret. Et Baptiste de rebondir aussitôt. Je vais vous dire une bonne chose. Marseille, c'est comme une belle fille. Si on doit la quitter, c'est toujours avec regret. Flaubert acquiesça alors de la tête avec une expression mélancolique sur le visage. Ah, sans doute songea-t-il alors à son propre départ, un tantinet précipité de Marseille, 10 ans plus tôt, et à la mystérieuse Marseillaise qu'il avait rencontrée incidemment sur le cours futur cours Belzunce, alors qu'elle descendait d'une diligence. Il en était tombé aussitôt amoureux. Elle s'appelait Eulalie Foucault, née de Langlade. Sa liaison avec elle fut torride, mais brève, et il conservait toujours l'espoir de la revoir un jour. Car, en dehors de l'excitation d'un tel voyage, qui lui permettait, disait-il, de découvrir les sources du Nil, il espérait qu'à Marseille, où il devait embarquer avec son compagnon, sur le paquebot à destination de l'Égypte, il allait pouvoir retrouver, au moins pour quelques heures, cette femme dont le souvenir le hantait, cette femme qui lui avait écrit des lettres très touchantes et qui semblait lui porter toujours un ardent amour. Et puis la conversation s'engagea sur les merveilles de l'Orient, dont Marseille était la porte, et Gautier, qui lui-même voyagea beaucoup, voyant la mine défaite de Bouillet et de Cormenin, tenta alors de leur faire entendre raison. Le voyage est un élément dangereux à introduire dans la vie, car on sait que l'on va s'exposer à des privations, à des périls même, et qu'il en coûte de renoncer à ses chères habitudes d'esprit et de cœur, de quitter sa famille, ses amis, sa relation, pour l'inconnu. Et cependant, l'on sent qu'il est impossible de rester
et ceux qui vous aiment ne doivent pas essayer de vous retenir. Puis, il conseilla à Maxime de se faire musulman, afin d'avoir le droit de porter des vêtements de soie et d'aller baiser la pierre noire de la Mecque. On parla ensuite d'art, de littérature, d'antiquité, de peinture, en levant son verre à la pleine réussite de cette expédition. En se séparant, les amis se donnèrent l'accolade, et le lendemain, au petit matin, Flaubert, Ducamp et un troisième larron, le domestique corse de Ducamp, Louis Sassetti, prirent la direction de Marseille, où ils arrivèrent en chemin de fer le 1er novembre 1849. Ah, Marseille avait bien changé depuis son dernier séjour. Et Flaubert a donc le plus grand mal à reconnaître la ville. Et il n'est pas le seul. Le progrès qui est passé par là a métamorphosé la cité phocéenne. L'industrialisation triomphante ne transforme pas seulement les quartiers, elle enfièvre et perturbe les esprits, même les plus équilibrés. Elle rend nerveux et incommode la plupart des Marseillais, déjà exaspérés par les nuisances provoquées par les grands travaux, même si, dans leur grande majorité, ils approuvent les changements et le progrès. Ah, ils en arrivent même parfois à perdre leur gaieté légendaire. Les fumées des navires dans le port, celles des locomotives le long des villages et de la campagne, entre la sortie du tunnel de la Nerte et les premières maisons de la ville, ou encore les usines surgissant comme des champignons au cœur de la cité nouvelle, embrument le ciel, irritant les gorges et distillant des odeurs nauséabondes qui finissent par faire regretter aux Marseillais celles habituelles des huiles et des savons. Des nuages poudreux flottent de plus en plus souvent au-dessus de la ville, ternissent notre beau ciel lumineux et alimentent les conversations. C'est le prix à payer au progrès, lance fataliste à l'adresse de quelques passants qui se bouchent le nez, Marc Constantin Fraissinet, le maire adjoint de Marseille. Quai de la Fraternité, devant la mairie, tout le monde n'est pas d'accord. Et la discussion s'engage, tumultueuse, entre une brave bouquetière et un homme qui semble bien la connaître. Moi, je dis qu'on vivait bien mieux avant, et qu'au moins on respirait l'air vivifiant de la mer et parfumé de lavande de nos campagnes. Que t'es là, Pi? Quelle tête folle! Tu te plains! On croirait entendre ce pauvre Gélu. Mais il faut aller de l'avant, que diable! Monsieur Fraissinet a bien raison, Pécaïre! Et il faut aller de l'avant, certes, mais jusqu'où? Flaubert, lui, ne se pose pas la question. À Paris, il y a déjà longtemps que l'air n'est plus ce qu'il était et le ciel est rarement dépourvu de nuages. Dans l'immédiat, sa préoccupation première est de revoir ou de tenter de revoir son premier amour de 20 ans, l'ardente Marseillaise dont il n'a pas oublié le joli minois et la jambe gracieuse. Il revient donc à l'hôtel de la Darse, où il avait connu, avec Eulalie, le Nirvana. Mais celui-ci est fermé, et nulle trace de Lali. Désappointé, il erre un long moment dans le quartier, puis finit par rejoindre Maxime Ducamp devant la chambre de commerce. Flaubert était toujours muni d'un carnet dans lequel il notait tous les petits faits divers au quotidien. Voici ce qu'il mentionne alors. Visite au docteur Covière, qui nous parle politique et changement de ministère, tandis que nous eussions voulu qu'il nous parle d'Orient. Visite à Clobé, le grand médecin français installé en Égypte, que nous bourrons d'éloges et qui nous reçoit fort bien. Son
secrétaire, jeune Français, vêtu à la Nizam. Le soir, nous sommes au Grand Théâtre, où nous allons voir jouer 2 actes de la Juive. Le dimanche 4, à 8 heures, c'est déjà le jour de l'embarquement, direction l'Égypte. Les nuages poudreux dans l'azur du ciel ont peu à peu laissé la place à des nuages noirs et lourds. Les 3 hommes montent à bord du Nil, un paquebot de 250 chevaux qui, rapportera Maxime Ducamp, marchait en titubant comme un homme ivre et n'avançait guère. Flaubert nous décrit dans ses notes les gens qui s'y trouvent. Capitaine Ray, lieutenant Roux, passager, M. Caudrica, consul de France à Manille, sa femme, sa petite fille, son petit garçon, messieurs Lambrecht et Lagrange, voyageurs dans l'Inde, M. Pélissier, consul à Tripoli, un fils en tarbouche, une grande fille de 18 ans, ressemblant en lait à Laure le Poitevin, un même en habit de collégien. Aux secondes, des perruquiers, miroitiers, docteurs, etc., menés à Abbas Pacha avec un gros chien sous la conduite d'un mamamouchi en tarbouche. Ils venaient souvent s'asseoir aux premières et nous assommer de leur discours. Flaubert semble de plus en plus regretter de partir. Son exaltation joyeuse a fait place à une sombre mélancolie. Il aurait préféré rester à Marseille et peut-être retrouver enfin Eulalie ou obtenir quelques informations sur elle. Il resta un long moment debout, appuyé contre le bastingage, regardant s'éloigner sous la brume la cité phocéenne, puis les côtes de Provence. Il note alors. En partant, forte brise. M. Caudrica est assis sur un banc avec sa femme. L'étourdissement me prend vers le château d'If. J'avale un verre de rhum que je ne tarde pas à vomir, et je rentre dans ma cabine où je reste toute la journée sans bouger dans un état de torpeur. C'est ainsi que commença pour lui ce long voyage de 2 ans en Égypte, en Palestine, au Liban, en Syrie et en Grèce. Un voyage dont il rêvait depuis sa plus tendre enfance et qui comportera des moments forts et excitants. Il se sent proche des gens et n'a pas de mal à se faire accepter dans tous les milieux et les pays qu'il traverse. Il est généreux et profondément humain. Mais c'est pourtant le même homme qui écrira au cours de son voyage: voyager développe le mépris qu'on a pour l'humanité. Il songera aussi souvent, avec nostalgie, à sa chère maison du Croisset, propriété familiale située au bord de la Seine, près de Rouen. En février 1850, il écrit: là-bas, sur un fleuve moins antique que le Nil, j'ai quelque part une maison blanche dont les volets sont fermés maintenant que je n'y suis pas. Les peupliers sans feuilles frémissent dans le brouillard froid, et les morceaux de glace que charrie la rivière viennent se heurter aux rives durcies. Les vaches sont à l'étable, les paillassons sur les escaliers, la fumée de la ferme monte lentement dans le ciel gris. J'ai laissé la longue terrasse bordée de tilleuls Louis XIV, où l'été je me promène en peignoir blanc. Dans 6 semaines déjà, on verra leurs bourgeons. Chaque branche aura alors des boutons rouges, jaunes, verts, roses, iris. Elles garnissent l'herbe des cours. J'ai laissé le grand mur tapissé de roses avec le pavillon au bord de l'eau. Une touffe de chèvrefeuilles passe en dehors sur le balcon de fer. À 1 heure du matin, en juillet, par clair de lune, il y fait bon venir voir pêcher les caluyots.
C'est durant ce long voyage en Orient, qui s'achèvera en Italie en février 1851, que Flaubert travailla sur Madame Bovary. Madame Bovary, c'est d'abord l'histoire de Delphine de la Mare, née Couturier, épouse adultère de l'obscur officier de santé Eugène de la Mare. Une Delphine de la Mare qui allait peu à peu se métamorphoser en Madame Bovary, cette jeune femme romanesque, victime des illusions qu'elle nourrit sur elle-même et d'aspirations qui ne s'accordent guère avec sa situation de petite bourgeoise provinciale. Elle rêve la vie à travers ses lectures romantiques. Mariée à un médecin apparemment falot et sans envergure, qui lui a donné une fille et croit naïvement lui apporter le bonheur parce qu'il lui offre le confort d'une vie bourgeoise et la sécurité, elle s'ennuie. Et, après une idylle discrète avec le clerc de notaire, Léon Dupuis, elle devient la proie de Rodolphe Boulanger, un don Juan cynique qui la séduit et l'abandonne. Désespérée et harcelée par ses créanciers, elle finira par s'empoisonner à l'arsenic, laissant son mari accablé et désemparé. Madame Bovary restera le type même du roman réaliste. C'est probablement ce qui étonna le plus le lecteur, qui prit cela pour de l'inconvenance. Comme le remarquera judicieusement Maxime Ducamp, entre sa peinture et le spectateur, Flaubert avait interposé une loupe, et le spectateur regarda et crut voir des monstres là où il n'y avait que des créatures humaines semblables à lui. Flaubert, en écrivant Madame Bovary, s'observa lui-même, minutieusement, avec une loupe. Il s'étudia certainement avec l'œil rigoureux du scientifique, peut-être parce qu'il passa sa jeunesse dans un milieu médical, et quand il dit « Madame Bovary, c'est moi !» ce n'est nullement une boutade. Flaubert se retrouve et se décrit sans complaisance dans chacun des personnages de son roman, dans le docteur Charles Bovary, ou dans le pontifiant M. Homais, ou même dans le cynique Rodolphe. Madame Bovary sortit en octobre 1856 dans la Revue de Paris. Aussitôt, ce roman iconoclaste allait faire parler de Flaubert et enchanter un grand nombre de lecteurs. Mais il allait aussi provoquer un véritable tollé auprès de la bourgeoisie. S'il fit scandale, c'est certainement à cause de la vérité des personnages. Ce qui est sûr, c'est que l'acharnement de certains contre ce roman dépassa les bornes. La Revue de Paris le dénonça comme outrageant les bonnes mœurs et la religion. Et Flaubert fut même traduit en justice pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Et c'est ainsi que, le 31 janvier 1857, il dut s'asseoir sur les bancs de la 6e chambre correctionnelle du palais de justice de Paris, là où prenaient place généralement les voleurs, les filles publiques et les escrocs. La bêtise bourgeoise triomphait. Mais le 7 février, son avocat rouennais, maître Sénard, ancien ministre de l'Intérieur, parvint à le faire acquitter. Madame Bovary, dont l'éditeur Michel Lévy obtiendra l'exclusivité pour 5 ans, moyennant 800 francs, paraîtra en volume en avril. On se l'arracha aussitôt, et il fallut procéder dès le mois de juin à un second tirage. Mais ce succès phénoménal, qui dépassa progressivement le cadre national,
laissa dans un premier temps Flaubert un tantinet amer et déçu, car n'était-il pas un succès de scandale? Quoi qu'il en soit, il s'étendra au fil des années au monde entier. Les Américains seront d'abord séduits par la technique de la narration flaubérienne. Pour ce qui est de son réalisme, le roman trouvera plus d'affinité avec les traditions de la littérature russe, notamment avec l'art descriptif de Gogol. Enfin, les Japonais, d'abord réticents, car ils estimaient que Flaubert mettait trop l'accent sur la force souveraine des passions viles, finiront par adhérer à la pensée de Flaubert dans les années 1940 à la suite des travaux de l'éminent critique Mitsuo Nakamura, auteur de Maupassant et Flaubert. Devenu néanmoins une personnalité littéraire de premier plan, Flaubert, après Madame Bovary, commence à fréquenter assidûment de nombreux écrivains, dont Ernest Renan, Paul de Saint-Victor, les frères Goncourt, mais aussi de jeunes romanciers qui deviendront des amis très proches et fidèles. Le Provençal Alphonse Daudet et le Parisien né dans le quartier populaire de Montmartre, mais qui passa son enfance et sa jeunesse à Marseille et à Aix-en-Provence, Émile Zola. Je voudrais préciser toutefois que Flaubert appartenait à la génération précédente, celle de Daudet et de Zola. Aux yeux de ces cadets, il représentait la littérature avec un grand L. La littérature dans ce qu'elle avait de plus définitif et de plus haut, une sorte de sacerdoce. Ces deux jeunes gens, nourris de ses œuvres, ambitionnaient d'exercer le même pouvoir d'affranchissement que lui, chacun, bien entendu, selon son propre tempérament. Avant même que Zola ne rencontre Flaubert pour la première fois, il s'en fait un portrait moral et intellectuel d'après la lecture de ses œuvres. Il voit en lui, je cite Zola, le peintre et le philosophe de la vie moderne. Ah, c'est dire qu'il est assez déconcerté lors des premières visites qu'il lui rend dans le bel appartement de la rue Murillo où Flaubert venait de s'installer avec sa mère et résidera de plus en plus longtemps quand il abandonnera sa maison de Croisset. Ce fut alors que Zola rencontre, et je le cite à nouveau, un romantique impétinant qui va l'étourdir pendant des heures sous un déluge de théories stupéfiantes. Il ignorait encore qu'il serait, lui aussi, un impénitent romantique, ou, plus précisément, une sorte de visionnaire épique de la réalité. Cette première déception s'effaça vite quand il apprit à mieux connaître Flaubert, qu'il aima sans doute plus qu'aucun de ses amis, et il se plaira à proclamer qu'il le reconnaissait comme le père du naturalisme, lui n'étant que son modeste disciple. Mais souvent, il décrira ses emportements soudains, et Madame Zola, de son côté, racontera l'avoir vu souvent hors de lui, écarlate, et arrachant sa cravate et son faux col, se levant, allant à la fenêtre, puis reprenant sa place, calme, très doux, un peu confus, mais évidemment tout prêt à recommencer. Alphonse Daudet, pour sa part, le montre hâbleur, frondeur, avec sa voix de trompette au garde, la puissante ironie de son observation et ses allures de Normand à la conquête. En ce qui concerne l'amitié de Flaubert avec Daudet, elle date des premiers succès de celui-ci vers 1863, avec une pièce de théâtre montée à l'Odéon, La dernière idole. Flaubert s'efforçait alors de faire jouer sa propre pièce de théâtre, systématiquement refusée par les directeurs de théâtre, et il trouva en Daudet un soutien de poids qu'il n'hésitera pas à écrire.
L'auteur de la nouvelle pièce est un romancier d'un talent incontesté, dont le nom apparaît de temps en temps aux vitrines des libraires, et chaque fois il fait sensation. Un écrivain de loisirs qui a eu le bonheur de pouvoir travailler toujours lentement, à l'écart des productions à outrance, occupant sa vie à faire de beaux voyages. Une œuvre courte mais complète, où des études d'époque disparues alternent avec les mœurs triviales de ce temps, comme si l'auteur se consolait de la mesquinerie de l'un avec les splendeurs des autres. Château des Cœurs ne sera finalement publié dans La vie moderne par Charpentier que quelques années plus tard. C'est une œuvre surprenante, bien que méconnue, une sorte de féerie pleine de fantaisie, de rêves fantastiques, où la poésie du geste épouse la musique des mots. Une histoire qui met en scène un jeune héros romantique, ultime espoir d'une race humaine corrompue. De tous les hommes, il est le seul dont le pur amour peut encore vaincre les puissances maléfiques qui ont dérobé les cœurs des hommes. Pour cela, il devra traverser toutes les démences et toutes les cruautés du monde sans jamais se laisser prendre à leurs perfides caresses. On peut parler, à propos de Château des Cœurs, de flamboyante farandole. L'expression serait de Daudet, dans laquelle théâtre, musique et danse se jouent ensemble. Flaubert écrira une autre pièce de théâtre, mais ne connaîtra jamais la réussite dans ce domaine. Pendant ce temps-là, Daudet commençait à publier, à partir de 1866, les récits savoureux des Lettres de Montmoulin, qui sont restés parmi les histoires les plus populaires de notre littérature, comme La chèvre de M. Seguin, Les trois messes basses, ou l'élixir du révérend père Gaucher. Dans Paris, il y a un père blanc, patatin, patatan, tarabin, taraban. Dans Paris, il y a un père blanc qui fait danser les moinettes, train, 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 dans le jardin, qui fait danser les moinettes, patatin, patatan, tarabin, taraban. Flaubert lui fera part aussitôt de son enthousiasme. Les deux hommes se rencontrèrent et le courant passa entre le Rouennais et le Nîmois, qui le considéra comme son maître. Et ce fut le début d'une amitié sincère qui se poursuivra jusqu'à la disparition de Flaubert. Parmi ses autres amis, artistes et écrivains, dans les années 1870, il faut citer l'incontournable Edmond de Goncourt, également ami inséparable de Daudet, Ivan Tourguenieff, le génial écrivain russe, et Guy de Maupassant, le neveu de son amour d'adolescence, Alfred de Poitevin, et qui était pour lui une sorte de réincarnation de celui-ci. Maupassant avait 20 ans en 1870, et Flaubert le lancera dans le milieu littéraire parisien. Maupassant, qui commença par écrire des vers, dédiera la première édition de son volume Des vers à Gustave Flaubert, l'illustre et paternel ami que j'aime de toute ma tendresse, l'irréprochable maître que j'admire avant tout. Ne doutant pas de l'excellence de la plume de celui qu'il finira par appeler mon cher fils, Flaubert l'incitera bientôt à ne plus s'escrimer dans la production de poèmes trop académiques et descriptifs, et à écrire de véritables histoires, et en attendant que l'une d'elles voie le jour, et ce sera son chef-d'œuvre, Boule de Suif, en 1880, il le condamnera à l'ingrate fonction d'assistant, qui consistait à lui rendre de multiples services, entreprendre pour lui des recherches, partir en repérage sur les falaises normandes pour le chapitre géologie,
de Bouvard et Pécuchet, ou encore transporter des livres entre Paris et Croisset. Enfin, Flaubert s'attachera aussi longuement à Émile Zola, dont il décela très tôt la puissance narrative. Bien que séparés de 20 années, Flaubert et Zola entretinrent toujours des relations affectueuses et confiantes depuis leur première rencontre rue Murillo. Ils parlaient souvent entre eux de leurs projets. Flaubert appréciait le réalisme du jeune écrivain, même si plus tard il trouvera qu'il allait quelquefois trop loin et qu'il éprouvait une sorte de délectation à peindre la noirceur dans la bête humaine. Alors que Zola commençait à tracer le plan d'ensemble du cycle monumental des Rougon-Macquart, Flaubert fut très surpris d'apprendre incidemment que le jeune homme, timide et peu démonstratif, avait passé son enfance et sa jeunesse à Marseille et à Aix-en-Provence, et plus encore que l'un de ses premiers romans, qui date de 1867, Les Mystères de Marseille, se déroulait dans la cité phocéenne, personnage principal de l'histoire. C'était de surcroît la première fois que Marseille était ainsi mise à l'honneur. Seul avant lui, Alexandre Dumas, en 1844, avait évoqué la cité phocéenne dans son fameux roman Le Comte de Monte Cristo. Intrigué, Flaubert lui demanda aussitôt de le lire, malgré le peu d'enthousiasme de Zola qui se montrait très sévère avec cette œuvre qu'il qualifiera plus tard de péché de jeunesse. On ignore ce que Flaubert en pensa réellement, mais il semblerait qu'il trouva du plaisir à la lecture des scènes de manifestation lors de l'évocation de la Révolution de 1848 dans la ville. En 1892, Zola écrira encore de très belles pages sur la Révolution dans La débâcle. Flaubert sera l'un des lecteurs assidus des Rougon-Macquart, félicitant et encourageant leur auteur, sans manquer toutefois de lui faire toujours part avec sincérité de ses réticences, voire même de ses critiques pour certains de ses romans. Quant à Zola, il considérait son grand aîné comme son maître, et il était très sensible à l'affection dont il était l'objet de sa part. Un jour, lors de l'un de leurs entretiens intimes, comme il avait pris l'habitude de lui présenter les futurs héros de ses romans, il évoqua l'une de ses prochaines héroïnes qu'il comptait appeler Madame Bouvard. En entendant ce nom, Flaubert blêmit et demanda à son cadet: « Mon cher ami, voulez-vous me rendre un immense service ?» Zola bondit de son fauteuil avec enthousiasme. Que Flaubert pût se lui demander un service, à lui, le petit romancier dont les livres se vendaient encore mal. C'était un très grand honneur. Il lui répondit, la voix cassée par l'émotion: « Mon bon maître, je ferai pour vous, n'en doutez pas, tout ce qu'il sera en mon pouvoir de faire. » Flaubert lui dit alors, sur un ton un tantinet grandiloquent: « Eh bien voilà, je travaille actuellement à un roman intitulé Bouvard et Pécuchet. Si vous persistiez à nommer votre héroïne Bouvard, je ficherai mon manuscrit au feu et je me flanquerai par la fenêtre. » Zola, affolé et bien persuadé sans doute que ces menaces n'étaient pas des paroles en l'air, accepta aussitôt de débaptiser son héroïne. Il y aurait d'ailleurs consenti sans celle-ci, simplement par admiration pour l'auteur de Salammbô. Flaubert, très ému, le remercia chaleureusement, et il s'imagina avoir contracté une dette de reconnaissance envers son jeune disciple. Il fit tout ce qu'il put pour qu'il soit reconnu comme un grand romancier, et peu à peu,
Zola devint un écrivain sur lequel il fallut compter, même si certains de ses romans soulevaient le scandale. Mais pour Flaubert, cela ne suffisait pas. Or, un jour, il pensa avoir trouvé le moyen de s'acquitter de sa dette lorsqu'un de ses proches, Agénor Bardoux, devint ministre de l'Instruction publique. Il sollicita le ruban rouge pour son jeune ami, qui venait alors de connaître son premier grand succès avec L'Assommoir. Bardoux promit, mais rien ne vint, ce qui contraria Flaubert et mit en fureur Zola, qui y croyait, et, par une lettre publique, exprima sa déception, jurant en termes véhéments qu'il renonçait pour toujours à la Légion d'honneur. Malgré cet incident, l'amitié entre Flaubert et Zola ne fera que se renforcer au fil des années. Après Madame Bovary, dans sa maison de Croisset, Gustave Flaubert institue dans les années 1860 ces fameux dimanches, sorte de vastes salons de parlotte littéraires, comme disait Lucien Descaves à propos des clubs et cercles privés littéraires de cette époque. Et au cours de ces dimanches de Flaubert se retrouvaient généralement, dans une ambiance très décontractée, les plus éminents écrivains comme les jeunes romanciers encore inconnus. À cette époque, Flaubert commence aussi par se faire remarquer par ses tenues parfois des plus extravagantes. Nous lui disions, écrit Maxime Ducamp, qu'il ressemblait à un vieil Almanzor, et il en plaisantait avec nous. On s'amusait à lui envoyer toutes sortes de drogues parfumées, dont on se frotte le visage, et il en avait de bons accès de gaieté qui le détendaient et remettaient d'aplomb son esprit, toujours tourmenté des choses littéraires. Léon Daudet, le fils aîné d'Alphonse, raconte de son côté, dans ses souvenirs des milieux littéraires, politiques et artistiques, qu'il apprit un jour que Flaubert s'était commandé 3 douzaines de caleçons roses, 2 douzaines de chaussures claquées vernies, des complets de toutes les couleurs, et qu'il interrogeait gravement les chemisiers à la mode et leur découvrait une intelligence remarquable. Si Flaubert connaît désormais la gloire, il n'en garde pas moins la tête froide, malgré ses excentricités, et n'est guère indulgent envers lui-même. Voici ce qu'il écrit alors à Ernest Chevalier. Quant à moi, je deviens colossal, monumental. Je suis bœuf, sphinx, butor, éléphant, baleine, tout ce qu'il y a de plus énorme, de plus empâté et de plus lourd, au moral comme au physique. Au fil des années, comme nous l'avons signalé précédemment, le succès de Madame Bovary s'étendra au monde entier. Ce succès s'explique d'abord par le fait que le roman sonne vrai, et en général, la vérité dérange. Ce qui est assez singulier, c'est que si personne n'avouait se reconnaître dans les personnages du roman de Flaubert, chacun reconnaissait son voisin. Et comme toujours, à Marseille en particulier, cela allait alimenter les conversations dans les rues et chez les commerçants. D'ailleurs, une histoire quasi similaire se déroula dans les années 1860 aux Égalades, où exerçait depuis quelques années un médecin d'une quarantaine d'années, estimé de tous, essentiellement en raison de son dévouement auprès des malades et de sa simplicité. Il s'était installé à Marseille, sans doute à cause de son climat, et il s'appelait Auguste Pinel. Il était très fier de son nom. C'était d'ailleurs la seule petite marque d'orgueil que l'on pouvait déceler chez lui, car il était d'une grande modestie et il était dépourvu de toute ambition personnelle. Pourtant, ce nom qu'il prononçait toujours avec une certaine emphase laissait de marbre la plupart des gens
qui ignoraient tous, en général, qu'un Pinel avait été un très grand médecin spécialiste des maladies mentales. Si on l'interrogeait à ce sujet, il signalait aussitôt qu'il était un arrière-petit-neveu du grand homme et il devenait intarissable sur ce dernier. Il soulignait notamment qu'après la Révolution française, le docteur Philippe Pinel avait bouleversé le regard de la société sur les fous ou aliénés en affirmant que tous pouvaient être compris et soignés, ce qui était exact. Et Philippe Pinel est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme le père de la médecine mentale qui deviendra la psychiatrie. En fait, il semblerait que notre Auguste Pinel s'appelait en réalité Pinet et qui n'avait donc vraisemblablement aucun lien de parenté avec l'éminent aliéniste. Situé dans le 15e arrondissement, le quartier des Égalades est aujourd'hui un quartier populaire peuplé de près de 7500 habitants. Mais, dans les années 1860, il était assez différent. Très différent même. Les Égalades, dans les années 1860, étaient encore en fait un village luxuriant, à Kualata au XIIIe siècle, puis Eyagladas au XIVe siècle, qui semblait bien loin de Marseille et qui tirait son nom, Ego, signifiant eau en provençal, de ses eaux abondantes et de ses nombreuses fontaines qui attiraient de nombreux riches propriétaires et cultivateurs. Les Égalades étaient alors très fiers de son imposant château, érigé par le roi de France Charles VIII pour son maître d'hôtel, et dans le jardin duquel le docteur Cauvière cueillit en 1840 une magnifique rose destinée à George Sand. Il ne reste aujourd'hui du château des Égalades qu'une jolie grille qui n'est d'ailleurs pas d'époque. Le docteur Auguste Pinel s'était fait une petite clientèle assez fidèle aux Égalades et dans les campagnes environnantes, et cela suffisait à son contentement. Mais il vivait seul et songeait à trouver une compagne, malgré son physique plutôt ingrat. Cela s'avérait par ailleurs nécessaire à son statut de médecin. Il fut appelé un jour dans un atelier de couture où travaillaient quelques ouvrières autour du couple Coulet. Madame Coulet dirigeait avec bienveillance son personnel, mais le travail n'était pas de tout repos, notamment pour les repasseuses. Le patron, M. Coulet, était brodeur et utilisait sa machine avec dextérité, ce qui soulevait l'admiration des ouvrières. Mais il était asthmatique et ces crises provoquées par le contact de certains tissus pelucheux, col de cygne ou bandes de fourrure, étaient assez fréquentes et parfois violentes, d'où la présence ce jour-là du docteur Pinel appelé en urgence. Aussitôt, son regard fut attiré par une jeune femme nouvellement embauchée et qui en était à l'apprentissage de l'amidonnage. L'amidonnage, cela consistait à fabriquer de l'amidon en mélangeant des préparations faites avec de l'eau de riz, et il fallait tremper le linge déjà lavé dans cet empois avant de le faire sécher. Le résultat devait être, selon la patronne, raide comme un sergent-chef. Cela promettait, je pense, de laborieux repassage. Le docteur se demanda comment cette jeune femme, si pâle et si maigre, les yeux cernés et l'air souffreteux, parvenait à soulever et à manier les masses de linge mouillé. Il revint à l'atelier le lendemain et apprit qu'elle s'appelait Blanche et vivait chez ses parents, des agriculteurs à la retraite et sans grand revenu. Elle lui esquissa un sourire et il s'aperçut alors qu'elle était fort belle et même séduisante. Ils se retrouvèrent ensuite en dehors de l'atelier et il fut ému par la douceur de son visage. Quelque temps plus tard,
Le second trait qu'il découvrit en elle, après la douceur, fut le goût du romanesque, et il ne se trompait pas. Non qu'elle y ait lu, qu'elle eût lu beaucoup de romans, mais elle avait une sensibilité très vive, et cette sensibilité lui avait donné d'ailleurs comme une appréhension du réel. Elle s'était faite naïvement des idées sur son père, un vieil homme égoïste et matériel, comme sur sa mère, acariâtre et belliqueuse, ou sur son grand frère, vil et fruste. Des idées en harmonie avec son cœur à elle, et si contraires à l'évidence qu'elles auraient passé pour fausses ou flatteuses aux yeux d'un observateur malveillant. Mais cette illusion, où s'emprisonnait cette créature ingénue et trop tendre, la laissait en proie à la solitude morale la plus complète, et surtout dépourvue, à un degré bien dangereux, de toute entente des caractères. En fait, je crois qu'elle s'ignorait, comme il ignorait les autres, et elle se languissait à son insu du besoin de rencontrer quelqu'un qui eût une analogie de sentiments avec elle. Le docteur Pinel lui parut être cet homme. De surcroît, il était médecin, donc appartenait à une classe bien supérieure à la sienne. Et c'est ainsi qu'elle se fit des idées sur lui, comme elle s'en était toujours faite sur ses parents ou sur son frère, des idées en harmonie avec son cœur. Elle le vit beau, alors qu'il était banal de traits comme d'allure. Elle le vit surtout intelligent, bien qu'il n'avait guère d'esprit, solide et sûr de lui, alors qu'il était de nature inquiète et frileuse et doutait de tout, à commencer de lui-même. Et riche, bien qu'il suffisait de voir son habit usé pour constater qu'il ne roulait pas sur l'or. Certes, il avait, ou elle pensait qu'il avait, une analogie de sentiment avec elle, et lui, de même, pensait qu'elle correspondait à l'idée qu'il se faisait de la femme. Un être doux, bon, dévoué à son mari, et sensible et aimant. Ah, ce fut le début d'un tragique quiproquo. Alors qu'elle avait trouvé en lui un ami, Blanche crut qu'elle avait trouvé un mari. Alors qu'il avait trouvé en elle une amie, il crut qu'il avait trouvé une épouse. Moins de 2 mois plus tard, le docteur Pinel, la voix étranglée par l'émotion, demandait sa main à son père, trop heureux de voir sa fille épouser un bourgeois qui pourrait lui assurer, pensait-il, une retraite confortable. Le mariage, en présence de toutes les notabilités du coin, se déroula dans l'église des Égalades, une église du XVIIe siècle, de style provençal, qui abrite un beau buste du Christ en bois sculpté du XVIIIe siècle. Après l'euphorie de la noce, ce fut très vite pour Blanche le désenchantement. Son effort refusait qu'elle poursuive son travail. La femme d'un médecin devait rester à la maison. Et très vite, elle s'ennuya. Il en eut d'ailleurs conscience et décida de l'emmener dans le monde, en répondant à une invitation pour un grand bal donné au château des Égalades. Malgré le peu de joie que lui causait cette présentation de Blanche dans la société bourgeoise marseillaise, trop frivole et superficielle à son goût, il ne put se défendre d'un mouvement très vif d'orgueil, lui qui n'en possédait pas une once, lorsqu'elle entra dans la grande salle de réception, timidement accrochée à son bras, soulevant l'étonnement admiratif des invités. Comment aurait-il pu ne pas être fier, je vous le demande. Elle était si belle dans sa robe de bal qu'elle avait souhaité blanche, entièrement blanche, comme l'avait été sa robe de mariée, blanche comme son prénom,
et la guirlande de jasmin qui serpentait dans ses cheveux, sur son corsage, tout autour d'elle, était bien l'emblème de sa vaporeuse et idéale beauté. Blanche éblouissait toutes les personnes présentes par sa grâce et le charme ingénu qui se dégageait de toute sa personne. Le docteur Pinel n'était sans doute pas un très bon danseur et détestait les mondanités. Il se retira rapidement en la laissant offerte, innocente, aux plus féroces appétits. Les messieurs se bousculèrent sans doute pour l'inviter à danser, et enchantés par toute cette magnificence, ces beaux habits et cette musique qui vous emportait jusqu'au 7e ciel, elle perdit un peu la tête et de nouveau se fit des idées folles, mais des idées en harmonie avec son cœur. L'un de ces beaux messieurs se détacha des autres, et elle se sentit tout retournée lorsqu'il entraîna dans la plus délirante des valses. On peut penser que ce devait être un beau garçon, et de surcroît, il possédait, c'est du moins ce qu'il lui affirma, une belle terre, une vraie terre, patrimoine authentique de sa famille, avec un vrai château en pierre de taille au pied du mont Ventoux, un château entouré de vrais fossés ou coiffé de vraies grenouilles. Bref, tout était vrai en lui, et comment aurait-elle pu ne pas être séduite? On peut penser qu'elle l'autorisa bien volontiers à lui faire la cour. Ce qui est certain, c'est qu'elle conserva un souvenir ému de cette soirée extraordinaire qui réalisa ses rêves de jeune fille pauvre et romanesque. Mais des jours qui suivirent, elle en subira le contre-coup. Elle se sentit de plus en plus triste et ne rêvait plus désormais que de tout ce luxe entrevu le temps d'une soirée et vraisemblablement de son séduisant cavalier. Dans un premier temps, elle s'employa à décider son époux de s'installer en ville, c'est-à-dire à Marseille, où il pourrait entreprendre une bien plus belle carrière qu'en restant aux Égalades. Elle trouva un allié inattendu en la personne d'un confrère de son mari, un vieux médecin qui exerçait également dans le secteur et qui sans doute acceptait mal de ne plus être le seul de la place. J'ai imaginé une conversation entre les deux médecins en présence de Blanche. Le vieux médecin s'adresse au docteur Pinel. « Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous cachez ici une situation magnifique, vous qui êtes le neveu du grand Pinel qui révolutionna l'art médical. Je connais bien le quartier, croyez-moi. Et actuellement, vous faites pousser laborieusement des chardons, alors qu'ailleurs vous feriez croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous seriez dans un autre quartier de la ville. Et vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou. Vous plaisantez, docteur. Je ne suis qu'un petit médecin de province. Et voyez-vous, je me sens fort à l'aise dans ce quartier chaleureux. Et vous avez tort, Auguste. Vous permettez que je vous appelle Auguste. Vous perdez votre temps et votre talent aux Égalades. Écoutez, je vous le dis en ami. Vous êtes encore jeune, et l'avenir vous appartient. Écoutez donc les conseils de votre épouse. Blanche est ravie et interpelle son époux. Tu entends, Auguste? Le docteur Pinel, pourtant fort influençable, ne se laissa pas convaincre, et 2 années passèrent, au cours desquelles Blanche passait ses journées à tourner dans son petit appartement comme un ours dans sa cage. Et puis, elle finit par prendre conscience qu'en définitive, elle n'aimait pas ce mari, si plein d'attention mais fade, sans ambition, et incapable de lui faire un enfant.
Elle s'en ouvrit à sa meilleure amie, sa seule amie, qui elle aussi avait été repasseuse chez les Coulées. « J'ai fait de mon mieux pour l'aimer, lui crie-t-elle. Si je n'ai pas réussi, ce n'est pas ma faute, car jusqu'au jour de notre mariage, il était bien brave, et j'avais de l'amitié pour lui. J'ai été économe et soigneuse de son bien. Je n'ai eu ni fantaisie, ni rébellion. T'inquiète, je n'ai rien à me reprocher. Rien qu'une aversion insupportable pour lui comme époux, tandis que je l'acceptais comme ami. » Quelques jours après cette lettre, elle disparut du foyer conjugal sans laisser le moindre mot à son mari. On peut penser qu'elle tenta de rejoindre l'homme au vrai château, avec lequel elle entretenait une correspondance secrète, mais l'homme, comme le château, n'était qu'illusion, et pour elle, grande fut la désillusion. Quant au docteur Pinel, il fut bouleversé par cet événement inimaginable qui lui tomba sur la tête et qu'il n'avait pas vu venir. Alors, il voulut mener son enquête, bien que certain d'être anéanti par ce qu'il risquait d'apprendre. La faiblesse humaine est d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Molière, Amphitryon. Il découvrit bien vite les nombreuses incartades de sa femme pendant ces 2 années et les dettes considérables qu'elle avait contractées en son nom. Les cancans et les colibés fusaient à présent autour de lui, et ses infortunes furent vite connues par tous. Mais le plus dramatique de cette histoire restait à venir. 1 mois après son départ, le corps de Blanche fut repêché dans le port de Marseille, au-dessous du fort Saint-Jean. La Bovary des Égalades eut une fin aussi tragique que l'héroïne de Flaubert. Et j'ajouterai qu'on ne sut jamais si, désespérée, rongée par le remords, elle s'était suicidée, ou si elle avait été la victime d'un crime crapuleux, ce qui me semble plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, l'infortuné docteur Pinel ne se remit jamais de ce malheur, et celui qui se disait l'arrière-petit-neveu du grand aliéniste sombra dans la folie et termina sa vie à l'asile Saint-Pierre, l'asile d'aliénés de Marseille, où il ne sera pas guillotiné, mais succomba à une crise cardiaque à la veille de ses 50 ans. Tel fut le destin tragique de cette Bovary marseillaise et de son époux. Et Flaubert avait bien raison de dire en 1853 à sa maîtresse Louise Collet: « Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois, à cette heure même. » Comme cela était vrai, à Marseille comme ailleurs. Flaubert ne tente jamais de promouvoir ces personnages ou de nous les faire admirer en dépit de leur malheur, écrit Thomas Pavel, auteur notamment de La pensée du roman en 2002. Contrairement à lui, je ne pense pas que Madame Bovary et les autres personnages du roman ont été conçus par Flaubert pour n'inspirer que du dégoût. J'éprouve une grande compassion pour Emma, victime de la solitude, du milieu bourgeois et de son imagination. Elle n'est en aucune façon un être lamentable, dénué de scrupules et tiraillé par le vice. C'est une femme, tout simplement, une femme qui souffre et ne trouve pas une main charitable capable de la tirer des sables mouvants où elle s'enfonce inexorablement. Quelques mois après Madame Bovary, en septembre 1857, Flaubert entame fiévreusement la rédaction de son roman carthaginois, Salomon. Afin de se documenter, il décide, en avril 1858, de visiter l'Algérie et la Tunisie.
Et il retrouve donc la cité phocéenne le lundi 12 avec une sorte d'excitation mal contenue. Voici ce qu'il note dans son carnet de voyage. Marseille, la mer bleue, omnibus, de vieilles dames. Chez Parocel, l'hôtel du Luxembourg, tout est plein pour le maréchal Castellane. On me loge tout en haut dans une petite chambre. Télégraphe, bureau des paquebots. Je me bourre de bouillabaisse et je vais au café. Amateur marseillais jouant au domino. Le lendemain, mercredi, bain. La maîtresse des bains a mal aux yeux comme moi. Je cherche et retrouve l'hôtel de la Darse. Oh, tout y est changé. Le rez-de-chaussée, ancien salon, est un bazar maintenant. C'est le même papier peint au premier. Comme vous le voyez, Flaubert reste toujours hanté par le souvenir de Lali, l'ardente marseillaise. Salammbô, sorti en 1863, inspirera le compositeur russe Modeste Moussorgsky, mais aussi le Marseillais Ernest Reyer, qui en fit une sorte de symphonie orientale qu'il dirigea en personne en 1850 au Grand Théâtre de Marseille. Si l'opéra de Reyer eut un succès immédiat, il n'en était pas de même des pièces de théâtre écrites par Flaubert, notamment Le Candidat, qui connurent des échecs retentissants. Mais Flaubert n'était pas le seul dans ce cas. En 1870, Alphonse Daudet fonda, avec Edmond de Goncourt, Ivan Tourguenieff, Émile Zola et Flaubert, le groupe des 5, ou groupe des auteurs sifflés. C'est Ivan Tourguenieff qui trouva l'appellation groupe des auteurs sifflés, car les 5 amis avaient tous fait des tentatives infructueuses au théâtre, soit en écrivant des pièces, soit en faisant représenter des adaptations de leurs romans, comme le firent Alphonse Daudet ou Zola. Les 5 amis se rencontrèrent désormais très régulièrement autour d'une table bien garnie où l'on parlait de tout et de rien et où l'on refaisait le monde. Pour Zola, Flaubert était le grand défricheur de la littérature. Dans un article paru dans la revue rouennaise Le Pierre Corneille, il écrivit: J'ai dit que Gustave Flaubert avait porté la cognée dans la forêt souvent inextricable de Balzac pour y tailler une large avenue où l'on peut voir clair. J'ajouterai qu'il a résumé dans sa formule les 2 génies de 1830, l'analyse exacte de Balzac et l'éclat de style de Victor Hugo. En 1872, paraît Tartarin de Tarascon, qui enchante Flaubert. Le roman de Daudet fait sur lui l'effet d'une véritable cure de jouvence. À travers Daudet et son héros mythique, Tartarin, Flaubert retrouve à nouveau Marseille, et plus particulièrement son port et le grand va-et-vient des navires. Et puis, tout le temps, un tapage effroyable, roulement de charrettes, oh, hisse des matelots, jurons, chants, sifflets de bateaux à vapeur, les tambours et les clairons du fort Saint-Jean, du fort Saint-Nicolas, les cloches de la Mazore aux Accoules, de Saint-Victor, et par là-dessus le Mistral qui prenait tous ces bruits, toutes ces clameurs, les roulait, les secouait, les confondait avec sa propre voix et en faisait une musique folle, sauvage, héroïque, comme la grande fanfare du voyage, fanfare qui donnait envie de partir, d'aller loin, d'avoir des ailes. Et l'on sait que c'est au son de cette belle fanfare que l'intrépide Tartarin de Tarascon s'embarqua pour le pays des lions. Dans les années qui suivirent la désastreuse guerre de 1870 et les événements tragiques de la Commune, quand le groupe des 5 se retrouvait, on évoquait souvent la politique. Comme Zola, Daudet et la plupart d'ailleurs des
intellectuel de son temps, Flaubert n'avait pas compris le sens de l'insurrection parisienne, mais aussi marseillaise, de la Commune. Mais, à la différence de ses contemporains, il n'a jamais hurlé avec les loups, et il réservait son jugement plutôt négatif à ses conversations privées. Et surtout, il réagira violemment contre l'ordre moral, catholique et militaire qui suivra et la répression sanglante contre les communards. Il est très éprouvé, en 1876, par la mort de sa fidèle compagne, Louise Collet, en mars, puis celle de George Sand, en juin, où il se retrouve, lors des obsèques à Nohant, aux côtés de Dumas et du prince Napoléon. Il a de plus en plus de mal à assurer les dépenses de la maison de Croisset depuis la mort de sa mère en 1872, d'autant plus qu'il vole dans le même temps au secours des Comenville après un important désastre pécuniaire. Sa physionomie, que les malheurs et les soucis répétés avaient insensiblement rendu plus triste de jour en jour, angoissait à présent ses amis. La première phrase de Bouvard et Pécuchet semblait sonner comme une prédiction et ajouter à leurs alarmes. Il me semble que je vais m'embarquer pour un très grand voyage vers des régions inconnues et que je ne reviendrai pas. Peu à peu, son front se plissa. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Il larmoyait et se cernait de rouge au point qu'il semblait parfois pleurer du sang. Ses longs cheveux blonds d'autrefois se faisaient rares et étaient à présent d'un gris sale et verdâtre. Ses tenues égrillardes, qui choquaient les uns et réjouissaient les autres, avaient laissé la place à un habit sombre et funèbre. Il ne portait plus qu'une redingote de drap noir grossier. Les bijoux dont il aimait se parer, bagues, chaînes et montres en or, avaient disparu les uns après les autres. C'est qu'en fait, il commençait à connaître la gêne. Et dans un lointain qui se rapprochait, surgissait le spectre de la pauvreté qui l'épouvantait. Pourtant, quand on lui proposait de l'aider, il tressaillit, comme piqué avec un fer, maugréait alors contre la société, puis plongeait dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement ou qui ne le connaissaient pas auraient pu prendre pour un engourdissement sénile. En avril 1877, tous ces jeunes qui, suivant en cela Zola et Daudet, s'affirmaient hautement les continuateurs de Flaubert, organisent une fête avec Goncourt à l'occasion de la publication d'Un cœur simple, chez Trappe, restaurateur rue Saint-Lazare. La République des Lettres publia le menu hommage. Potage purée Bovary, truite saumonée à la fille Élise, poularde truffée à la Saint-Antoine, artichaut au cœur simple, parfait naturaliste, vin de Coupeau, liqueur de l'Assommoir. Il semblerait que Flaubert regretta l'absence des anguilles à la carthaginoise et des pigeons à la Salammbô. Cependant, au fil des mois, son humeur devint détestable. Et lorsque de jeunes écrivains admiratifs, sollicitant quelques conseils, tentaient de l'approcher, il ne voyait que curiosité morbide de leur part et les chassait sans autre forme de procès. Il aurait pu alors lancer, comme Voltaire, vers la fin de sa vie: pourrais-je fermer ma porte, n'ayant point de portier, à toute la racaille des polissons soi-disant gens de lettres, qui auraient la sotte curiosité de venir voir mon squelette? On lui offrit un poste hors cadre à la bibliothèque Mazarine et une pension annuelle de 3000 francs. Indigné, il refusa avec fureur. Et puis, il finira par accepter et s'en justifiera ainsi auprès d'un de ses proches.
Je suis hélas à la veille de crever de faim, ou à peu près. Tous ces tourments avaient, semble-t-il, réveillé la maladie de sa jeunesse, et les crises nerveuses devinrent fréquentes et souvent suivies de convulsions. Zola, Daudet et Maupassant décidèrent alors de tout faire pour lui changer les idées. Le 28 mars 1880, jour de Pâques, ils organisèrent une grande fête à Croissé, préparée pendant un mois. Maupassant, qui adorait faire le clown, se travestissa pour la circonstance et poussera la chansonnette. L'ambiance est joyeuse et décontractée, mais Flaubert semblait ailleurs et resta taciturne. Il paraissait même avoir perdu son bel appétit d'autrefois. Dans sa jeunesse, pourtant, il adorait s'amuser, bien manger, boire et chanter, jouer la comédie et danser. Maxime Ducamp assurait que c'était là sa vraie nature et qu'il aimait profiter sans modération de tous les plaisirs de la vie. Mais le cœur n'y était plus et s'enfonçait progressivement dans la plus profonde mélancolie et donnait l'impression de se complaire de plus en plus dans sa solitude. Alors, on songea à Loulou, le perroquet de Félicité, la pauvre et solitaire servante d'un cœur simple, ou à l'un de ses congénères ailés, pour le distraire. Mais il ne supportait même plus la présence animale à ses côtés, et l'idée fut vite abandonnée. Les jours suivants, ses amis s'efforcèrent encore de le divertir. Daudet lui lisait ses contes du lundi et parvenait à l'égayer. Il lui parlait avec toute sa faconde provençale de ce qui se passait dans le Midi, et tout particulièrement à Marseille. Et le 1er mai, lui qui fut chroniqueur à Paris Journal et au Figaro, lui annonça fièrement la création dans la cité phocéenne du journal Le Petit Provençal, qui succédait à la Jeune République et qui se présentait comme le premier journal populaire à s'ouvrir aux littérateurs provençaux et de surcroît aux femmes qui exerceront leur talent et draineront un lectorat féminin de plus en plus assidu. Les premières chroniqueuses se nommaient Juliette Adam et Marie-Anne de Beauvais. Le Petit Provençal avait été fondé par le brasseur, bien connu à Marseille, Geoffroy Velten, et le poète Clovis Hugues, blanquiste, fidèle de Gaston Crémieux sous la commune de Marseille. Clovis Hugues avait débarqué dans la capitale un an plus tôt, et il fut accueilli par Alphonse Daudet, tous les Provençaux expatriés qui occupaient alors Montmartre et le quartier latin, notamment Paul Arène et Baptiste Bonnet. Ce 1er mai, donc, Daudet avait apporté quelques poèmes de Clovis Hugues, qui sentaient bon le thym des collines provençales et le soleil flamboyant au-dessus de Marseille. Parmi ces poèmes empreints de nostalgie, Flaubert sembla s'émoustiller à la lecture de la farandole, qui évoquait la joie de vivre des gens du Midi. La farandole, nous la ferons, le cœur gai, la tête fleurie, et nous la ferons tant que nous voudrons, avec joie, la taillotte au rein, la main dans la main, pour la vie. Et si le soleil brille comme un fleuve d'amour qui s'écoule, vite, vite, nous la ferons, la farandole. Ah oui, Flaubert connaissait bien cette danse provençale accompagnée de galoubets et de tambourins. Il s'était laissé emporter par celle-ci en 1840. On peut penser d'ailleurs qu'il avait songé à elle en écrivant son étonnant Château de cœur, une féerie qui avait interpellé Daudet. Mais ces souvenirs, loin de le réjouir, finirent par l'attrister encore davantage. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1880, à l'âge de 59 ans, il mourut subitement, laissant son dernier roman, Bouvard et Pécuchet,
en partie inachevé. Et il s'était embarqué sans prévenir personne, même pas ses amis du groupe des 5, pour ce très grand voyage vers des régions inconnues et d'où l'on ne revient pas. Tous ses amis, consternés, se consolèrent en pensant que l'agonie qu'il redoutait tant lui avait été épargnée. Il sera inhumé le 11 mai au cimetière de Rouen, dans la sépulture des Flaubert, en présence des plus grands écrivains de son temps, Maupassant, son héritier littéraire immédiat, selon la formule du Gaulois, Zola, Goncourt, Daudet, Coppée, José Maria de Heredia, Huysmans, Banville. Seul manquait à l'appel l'ami de jeunesse, Maxime Ducamp, cloué au lit par une crise de rhumatisme. Son frère Achille, très gravement malade, conduisait le deuil. L'émotion et le chagrin étaient immenses, et chacun était encore sous le coup de cette mort si soudaine et si brutale. Zola, le premier, s'écria dans un sanglant. « Pas des tristesses des enterrements des grands hommes !» Dès le lendemain, il écrit à propos de Flaubert. « C'était un homme très bon, plein d'enfantillage et d'innocence, un cœur très sot, qui éclatait d'indignation à la plus légère blessure. Son charme puissant se trouvait là, et voilà pourquoi nous l'adorions tous comme un père. » Le groupe des 5 ne survivra pas à la mort de Flaubert. Tourguenieff, qui était de 3 ans son aîné, meurt à son tour en 1883 des suites d'une opération. Edmond de Goncourt, qui était né 6 mois après Flaubert, meurt en 1896 à l'âge de 74 ans. Quant aux 2 petits jeunes, Daudet et Zola, le premier meurt en 1897 d'une complication neurologique de la syphilis, maladie contractée dans sa jeunesse. Le second en 1902, probablement assassiné en raison de son engagement dans l'affaire Dreyfus. Une fin tragique, comme celle de Guy de Maupassant, qui ne faisait pas partie du groupe des 5, mais qui était toujours présent auprès de Flaubert et de ses amis. Maupassant s'éteindra à 42 ans, en juillet 1893, dans la clinique du docteur Blanche, où il avait été interné en raison de l'aggravation de son état mental. Flaubert disait quelquefois « La vie doit être une éducation incessante. Il faut tout apprendre, depuis parler jusqu'à mourir. » Il faut tout apprendre, depuis parler jusqu'à mourir, comme cela est vrai. Je vous remercie.